Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Comment gouverner par temps de crise? Comment décider lorsque rien n'est certain? Bonjour Olivier Véran. Bonjour à vous. Vous publiez Par-delà les vagues, journal de crise au cœur du pouvoir chez Robert Laffont. C'est votre expérience d'ancien ministre de la Santé. Vous êtes aujourd'hui ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Mais auparavant, donc, comme je l'ai dit, vous avez conçu, incarné la politique de lutte contre le Covid-19. Ce week-end, il y a eu des chiffres, notamment dans The Economist, de la pandémie à l'échelle mondiale. La pire crise démographique depuis l'après-guerre, avec un nombre de morts évalué à plus de 15 millions. Votre point de vue là-dessus, quand avez-vous eu la sensation, Olivier Véran, que quelque chose de très grave était en train de se tramer ? Comme d'autres, avec le regard scientifique qui est le mien, puis j'étais parlementaire à l'époque, l'émergence d'un nouveau virus en Chine, forcément, ne me disait rien qui vaille, puisque j'avais connu d'autres possibilités, d'autres risques de pandémie qui n'avaient pas donné des vagues épidémiques comme celles que nous avons connues, avec d'autres virus, le SARS, le MERS, etc. La vraie, ce que j'appelle la bascule dans le livre, c'est d'ailleurs le livre là-dessus, il s'ouvre à Rome. Ça fait 6 jours que je suis ministre, ou une semaine que je suis ministre. Je suis au Palais Farnèse, le magnifique palais de Michel-Ange qui accueille l'ambassade française, et je reçois quelques ministres de la santé européenne. Je n'ai aucun des codes des ministres ou de la politique au niveau national, encore moins au niveau international, et je me retrouve à Rome, puisque depuis quelques heures désormais, le gouvernement italien vient de décider de confiner toute la Lombardie, le nord de l'Europe. Certains disent c'est l'Italie, c'est pas la France, nous on saura faire face. Moi j'ai une conviction, je suis grenoblois et donc pas très très loin de l'Italie, c'est que les hôpitaux de Lombardie sont les hôpitaux français. Ils sont modernes, ils sont puissants, ils sont capables. Et mon collègue italien me dit, avec des cernes, des valises sous les yeux, parce qu'il n'a pas dormi depuis 48 heures, me dit mon téléphone s'est mis à vibrer en permanence. Et tous les collègues des services d'urgence, de réanimation ont commencé à m'appeler pour me dire il se passe quelque chose. On a fait du x10, du x15, du x20, d'un seul coup. Dans la Lombardie, avec des gens qui font des pneumonies graves, des fortes fièvres, etc. Donc j'y vais tout de suite. Et on discute. On essaye de trouver déjà des bons réflexes. De se dire, on ne va pas avancer dans la panique et par ordre dispersé. Il faut qu'on établisse ensemble des protocoles. Si on prend des décisions, on ne les prend pas chacun dans notre coin. Il y a le ministre allemand qui est avec moi, l'Autrichien, le Suisse. Il se trouve que pendant cette réunion, dans l'intervalle, pendant qu'on discute à Rome, dans une Rome que je décris d'ailleurs dans le livre comme totalement déjà déserte, avec des gens qui sont en état de sidération, très très loin de l'état d'esprit qui régnait à ce moment-là en France, plusieurs collègues étrangers apprennent qu'ils ont des cas qui viennent d'être identifiés sur le territoire. Et là on se regarde, on se dit c'est parti. Et donc ce que j'appelle la bascule dans le livre, c'est le moment où on prend conscience que, qu'on le veuille ou non, ce virus est là, il va se développer et il peut potentiellement entraîner une catastrophe sanitaire à l'échelle de la planète. Le bilan est terrible. Dans le monde, en France, plus de 150 000 morts. Y aurait-il pu y en avoir moins, Olivier Véran? En France, plus de 150 000 morts. Je note d'ailleurs que dans une étude qui est sortie ce matin, me semble-t-il, la France fait partie des rares pays à avoir aujourd'hui retrouvé l'espérance de vie qu'elle avait avant le début de la pandémie. D'autres pays ont encore une espérance de vie qui est effondrée. C'est peut-être une manière de répondre à votre question. Quand on se compare, on se console peut-être. En tout cas, je note qu'il n'y a pas de pays autour de nous aujourd'hui qui ait retrouvé ce niveau d'espérance de vie, ou quasiment pas. Ce qui veut dire que notre système sanitaire français est très solide. Parce que, de fait, en France, on a pu se tester gratuitement, se traiter gratuitement, y compris en réanimation, se vacciner gratuitement. Et que ça a été, je pense, une plus-value fondamentale par rapport à d'autres pays. Il y a des pays occidentaux, qu'on prend parfois un exemple, dans lesquels il fallait casser son plan de pension de famille pour pouvoir supporter les frais hospitaliers. Donc on a su briser en grande partie, en tout cas on a su atténuer l'impact des inégalités sociales sur les inégalités de santé. C'est en France qu'on a développé des bus de vaccination au pied des tours d'immeubles dans les quartiers populaires, qu'on a fait des campagnes de vaccination gratuites à travers les centres commerciaux. Parce que c'est finalement les pays qui ont le plus souffert, c'est les pays qui n'ont pas su concevoir l'inégalité sociale comme ce qu'elle a de facteur déterminant dans une période de pandémie. Malgré tout, quand vous avez recevé donc ce bilan, 156 000 morts exactement, est-ce que vous vous dites, Olivier Véran, si par exemple il y avait eu les masques d'emblée, est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Est-ce qu'il y aurait pu y avoir moins de morts? Ce sera à l'histoire scientifique, très honnêtement, de le dire. Est-ce que le masque aura eu l'impact populationnel sur la réduction de circulation? Est-ce qu'il aura pu réduire, je dirais, le nombre de cas graves, etc., au regard d'autres modalités de lutte contre ces formes graves comme la vaccination? Très probablement.
Mais ce sera vraiment à l'histoire scientifique de le dire. C'est-à-dire, il faut sortir de l'empirisme à l'état brut, de l'observer en temps réel, pour se donner un peu de temps de recul et regarder en arrière pour pouvoir définir et comparer des modèles qui aujourd'hui sont difficiles encore à comparer. Et alors, à contrario, est-ce que vous vous dites, Olivier Véran, qu'à certains moments, il aurait pu être possible, par exemple, de moins contraindre les Français? Ça aussi, c'est une question. Vous savez, on est toujours jugé à l'aune des connaissances du moment, où on vous juge, où on évalue. Et on n'évalue jamais à l'aune des connaissances du moment où vous décidez. Moi, ce que je peux vous dire, et je le décris dans le livre, je décris cette scène où nous sommes autour d'une table au ministère, dans la salle dite Jean Dosset du ministère de la Santé. On est le 14 mars au soir. Édouard Philippe, qui est Premier ministre, vient de décider qu'on allait arrêter les activités dites non essentielles. Et je décris cette table ronde, c'est tout un chapitre, où on est une vingtaine, une trentaine de personnes autour de cette table. Et je sais juste une chose, c'est qu'au petit matin, je devrais signer un arrêté qui porte sur arrêt des activités non essentielles. Et donc se pose la question de ce qui est essentiel ou non. On commence par regarder ce qui relève de la Constitution. Manifester, prier sont dans la Constitution des choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Donc, à côté de cela, paradoxalement, s'éduquer, faire commerce, ne sont pas des choses qui sont constitutionnellement protégées. Donc, on décide d'arrêter tout ce qui peut l'être, les bateaux de croisière, les écoles. C'est la première fois qu'on ferme les écoles dans notre pays. Je le dis dans le livre, c'est la deuxième fois qu'on ferme le culte dans les églises. C'est la deuxième fois, parce que la première fois, c'était en 1200. Il y avait eu un adultère public du roi et les églises avaient été fermées pendant près de 9 mois. Et donc, on doit déterminer tout cela. Et pourquoi est-ce qu'on le fait? Parce qu'on a une conviction, une certitude, c'est que la distanciation sociale, c'est-à-dire le fait de ne pas être en contact physique les uns avec les autres, c'est le seul moyen dont nous disposons avec certitude pour freiner l'épidémie. Et donc, s'en suivent tout un tas de mesures qui sont des mesures contraignantes et qui ont un impact sur la population. Et alors, vous, personnellement, Olivier Véran, vous racontez une perquisition. L'actualité politique aujourd'hui, c'est notamment le fait que la Cour de justice de la République a placé Édouard Philippe comme témoin assisté. Il a été mis en cause pour sa gestion de l'épidémie de Covid. Est-ce que vous avez dû gouverner avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête lorsqu'il y a eu cette perquisition à votre domicile, à vos 2 domiciles, lorsqu'on a fouillé dans vos boîtes mail? Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Parce que je me suis dit, d'abord, je le donne à voir aux Français. Parce que c'est cet exercice de transparence que j'ai voulu faire avec ce livre, qui n'est pas un livre politique, mais qui est un livre de récit. Ça raconte les choses. Je donne à voir et je laisse les gens se faire une opinion. Je ne fais pas les deux. C'est-à-dire, je ne commente pas ce que je décris. Je décris les choses brutes. Et donc, je décris toute la scène de perquisition, du frappage à la porte à 6h du matin jusqu'au moment où ils partent et la journée qui s'ensuit. Je me dis que la France est un pays qui est très rigoureux et qui est très exigeant. Pour répondre d'abord à votre question qui est essentielle, j'ai jamais eu d'épée de Damoclès. En tout cas, je n'ai jamais senti le poids ni l'ombre portée au-dessus de ma tête. Et aucune des décisions que j'ai prises n'a été inspirée par un risque juridique ou judiciaire. C'est pas ma façon de fonctionner. On a beaucoup de défauts. Souvent dit ça, on s'est dit, it's the board. Pas vous personnellement, mais on a le beaucoup de défauts en gouvernement. médecine, mais on a une qualité, c'est qu'en fait, à un moment donné, on doit décider. Moi, j'étais neurologue vasculaire, en soins intensifs, en CHU. Parfois, vous vous posez la question, est-ce que je pousse un malade en salle de thrombolyse parce qu'il est en train de faire un accident vasculaire cérébral, ou est-ce que j'attends? Il faut décider. Et en fait, la décision que vous allez prendre, vous allez en être redevable devant la famille, pourquoi pas devant la justice dans des cas rares, heureusement, mais vous tranchez et vous assumez. Donc ça, j'ai appris à le faire très tôt. Donc décider et assumer, je sais faire. Pas de risque juridique. Par contre, oui, la perquisition, on venait de déclencher l'état d'urgence sanitaire pour la 2e fois dans notre pays. Moi, je m'étais couché à 2h30 du matin, mais ça, c'est un détail. Mais à 6h, ça tape et vous avez 18 personnes, magistrats, très sympas, hein, très polis, très courtois, mais enfin qui rentrent avec les brassards, les talkie-walkie et qui commence à fouiller toute votre vie. Un petit espace de 60 mètres carrés que je décris dans le livre, mais ils fouillent tout. C'est-à-dire vos placards, votre ordinateur. Ils ouvrent mon ordinateur, me demandent d'ouvrir mon navigateur Internet, scrollent mon historique Internet, commentent la série que je suis en train de regarder, vont regarder sous le lit, dans ma chambre. Enfin, ouais, vous avez une espèce de mise à nu, ce qui veut dire que vous êtes en fait aux antipodes du fantasme parfois collectif qui consisterait à dire que parce que vous occupez une fonction de responsabilité publique, vous seriez au-dessus des lois ou protégé. Là, je vais vous dire, c'est exactement l'inverse. Parce que j'occupe une fonction publique et parce que je dois être amené à prendre des décisions, par anticipation de quelques résultats que ce soit, je me retrouve sous le feu et les projecteurs de la justice de mon pays. Mais je lui fais confiance et je continue de lui faire confiance. Un commentaire sur le statut de témoin assisté d'Édouard Philippe.
Le commentaire, c'est qu'il n'est pas mis en examen. Et qu'en fait, vous avez deux options. Dès qu'une enquête est ouverte, vous savez qu'à un moment donné, vous allez être auditionné. Et dès lors que vous êtes auditionné dans une enquête pour laquelle vous êtes entendu, eh bien, vous devez repartir de l'audition avec un statut. Et donc, c'était ou mis en examen ou témoin assisté. Donc, vous comprenez que le fait qu'il ne soit pas mis en examen veut dire qu'il part avec le statut le plus... en tout cas, qui l'éloigne, entre guillemets, je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, il n'est pas sous le coup d'action, on ne considère pas qu'il y ait des preuves suffisantes, matérielles, pour pouvoir le mettre en examen. Vous évoquez dans votre livre « Par-delà les vagues », Olivier Véran, la passation de pouvoir avec Agnès Buzyn. Justement, comment percevez-vous son rôle? Celui-ci a été souvent sévèrement critiqué. Vous, votre regard sur son travail? Je pense qu'Agnès Buzyn a payé cet article dans Le Monde, cette forme d'interview dans Le Monde, qui a pu créer du désarroi. Parce que Agnès Buzyn, moi j'étais rapporteur. Un article, juste pour le rappeler en deux mots, où elle expliquait qu'elle connaissait, qu'elle savait à l'avance que cette épidémie allait être terrible, qu'elle a tiré le signal d'alarme à plusieurs reprises et que personne ne l'a écouté. Je peux vous dire une chose. J'étais rapporteur de la commission qui s'occupe des questions de santé à l'Assemblée. Je connais bien Agnès Buzyn, donc j'étais en contact proche avec elle avant de prendre sa place comme ministre. Elle était extrêmement consciencieuse, extrêmement travailleuse. Elle a préparé tout ce qu'elle a pu dans notre pays pour faire face à l'éventualité d'une pandémie qui n'était encore alors qu'une éventualité parmi d'autres. Et moi, j'ai trouvé un ministère de la Santé qui était en ordre de marche. Alors oui, nous n'avions pas de masque. À qui la faute? C'est pas celle d'Agnès Buzyn. Donc ensuite, c'est la politique, vous tous paye cash, entre guillemets. Alors, il y a eu des articles qui prétendaient le contraire, pardonnez-moi, Olivier Véran. Vous les accusez d'avoir été malveillants, imprécis sur les chiffres. Je n'accuse personne, encore une fois. Je décris des... C'est pas un livre de... Je dis que c'est pas le recueil de mes meilleures excuses ou justifications. Je donne à voir. C'est-à-dire, je mets le lecteur dans la place qui était la mienne, celle d'un père de famille, médecin hospitalier à Grenoble, et qui, du jour au lendemain, se retrouve à devoir prendre des décisions que personne ne devrait être amené à prendre dans sa vie. Et donc, je donne à voir les choses, avec le déroulé, avec l'incertitude, avec toutes les externalités, positives, négatives, qu'il peut y avoir dans une telle période de gestion de crise. Et parmi celles-ci, il y a je prends le relais, j'arrive dans quelque chose qui est un ministère qui tournait déjà et qui fonctionnait déjà. Et je vois ce qui est déjà en place pour nous permettre de lutter. Il y a déjà une cellule de crise qui est activée à la Direction Générale de la Santé. Il y a déjà des équipes qui sont mobilisées, mais il y a encore tout un tas de choses qu'il nous faut mettre en place à mesure que le risque devient menace et que la menace devient réelle. Mais alors, justement, parce que en lisant ce livre, Olivier Véran, Par-delà les vagues, que vous avez publié chez Robert Laffont, vous racontez votre arrivée au ministère de la Santé, et même plus généralement votre arrivée en politique, comme si celle-ci était liée à différents hasards. C'est vraiment cela ? Je décris, oui, que c'est l'effet d'abattement d'ailes de papillon à plusieurs reprises. Ma doctrine, c'est celle de Pasteur, je l'écris dans le livre, le hasard favorise l'esprit préparé. Donc je raconte que gamin, j'étais conseiller municipal enfant, délégué de classe, que dès que j'ai fini médecine, je me suis inscrit dans un master à Paris, à Sciences Po, parce que j'étais passionné de ces questions-là, mais que je n'avais pas envisagé de faire de la politique. Et c'est Vous avez fait une également du syndicalisme, pardonnez-moi, oui. du syndicalisme à l'hôpital, donc c'était quand même pas complètement un hasard tout ça. Mais le hasard favorise l'esprit préparé. Je n'ai jamais eu de plan de carrière me disant qu'un jour je serais ministre de la Santé. Mais par contre, j'ai jamais exclu que les accidents puissent arriver. Et quand je dis accident, c'est pas péjoratif. C'est la rencontre avec Geneviève Fioraso, qui était la députée de ma circonscription. C'est ensuite les événements, la rencontre avec Emmanuel Macron en 2015, alors que je suis député, que le courant passe. C'est le départ de Benjamin Griveaux de la mairie de Paris, de la candidature à Paris, le départ d'Agnès Buzyn, etc. Donc c'est une succession de battements d'ailes, de papillons, qui ne correspondent pas à un plan de carrière. Et si vous voulez, moi j'ai un métier. Je suis médecin. Justement, vous êtes médecin ou politique? Alors, est-ce que vous vous considérez encore comme un médecin? Vous faites temporairement de la politique? Parce que vous êtes de plus en plus loin de la médecine aujourd'hui, Olivier Véran. Vous êtes porte-parole notamment du gouvernement. Pour la première fois, vous savez, la question que vous me posez, je me la suis posée. Quand j'ai été nommé porte-parole, je me suis dit, pour la première fois depuis bientôt 25 ans, ma vie ne tourne plus autour de la seule santé. Donc c'est une page qui se tourne peut-être, ou peut-être que je reviendrai à mes amours premières, ou peut-être que je ferai autre chose. Je me souhaite une vie professionnelle de chat. Et le fait que vous soyez neurologue... Au sens où il y en a plusieurs. Hein. Oui. Je dis ça pour ne pas se retrouver avec des commentaires. Vous savez comment le milieu on aime social... bien les vidéos de chats. La société merveilleuse dans laquelle on évolue. Je n'ai pas envie d'avoir des mèmes sur Internet. Mais malgré tout, Olivier Véran, vous êtes aussi neurologue. Le fait donc d'avoir étudié
le cerveau durant vos études. Vous avez consacré votre thèse aux crises épileptiques. Est-ce que cela, justement, a façonné un autre regard, je ne sais pas, sur les femmes et les hommes politiques, par exemple? Quel regard le neurologue que vous êtes porte-t-il sur eux? Si j'ai un regard, je me garderais de le partager avec vous. De le dire, mais enfin, le serment d'Hippocrate inclut tout ce que vous avez à connaître, tout ce que vous avez à comprendre, vous êtes en consultation. tout ce que vous avez à percevoir. Et donc, parfois, le fonctionnement... moi, j'adore le cerveau humain. J'ai décidé que je serais neurologue dans le bus qui m'emmenait de la ville de Giers, où mes parents habitaient, vers le lycée Champollion de Grenoble, parce que je voulais prendre connaissance de l'ouvrage qui était au concours de médecine cette année-là. J'étais en classe de première. C'est un ouvrage d'Oliver Sacks que Guillaume Mermer, vous connaissez forcément. Absolument. Qui s'appelle L'homme qui prenait sa femme pour un chapeau, et que c'était un neurologue et qui se baladait dans les rues de New York et qui, dès qu'il voyait des gens avec des bizarreries de comportement, les faisait venir dans son cabinet, et qui a décrit toute une sémiologie neurologique absolument passionnante. Et qui parlait du rôle de la musique. D'ailleurs, vous évoquez le rôle de la musique. Vous parlez de la Maison Tellier dans votre livre. J'adore la Maison Tellier. Oui. Véran, mais justement, est-ce que pour vous, ces hommes politiques qui fonctionnent, je ne sais pas, on parle par exemple du cerveau 1 et du cerveau 2, alors est-ce que c'est plutôt l'intuition qui fonctionne parce que chez vous, c'est ce qui semble être le cas? Est-ce que c'est plutôt au contraire l'idéologie? Je vais vous répondre de façon générale. Je préfère les hommes politiques qui s'adressent au néocortex et au cerveau sensitif qu'à ceux qui font le choix de s'adresser au cerveau reptilien et à l'instinct grégaire. Vous aurez vu dans mon propos peut-être un distinguo avec les populistes. Qui, eux, vont parler plutôt au cerveau reptilien. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher à flatter les réflexes un peu enfouis qui sont plus proches d'une aspiration à l'état de nature qu'à l'état de droit. Et c'est toute la difficulté. Et en fait, être capable... Vous savez, moi, je me suis dit, et je l'ai dit d'ailleurs aux Français, je suis pas le médecin des Français, certainement pas. Par contre, il y a un truc que j'ai appris en médecine, c'est que pour arriver à faire adhérer des gens à un projet de soins ou un projet de protection, il faut une information claire, loyale, appropriée. C'est ce qu'on dit en médecine, et je trouve que ça dit tout. La réalité claire, loyale, appropriée. Ça veut dire qu'il faut faire de la transparence. Ça veut dire qu'il faut se mettre à hauteur lorsque vous êtes vous-même inondé de recommandations scientifiques, etc. Être capable de retransmettre l'information de manière claire, loyale, appropriée. Pour avoir, je dirais, collectivement la capacité à adhérer, à comprendre, à saisir pourquoi est-ce qu'on doit réaliser des efforts et prendre des décisions dans notre comportement individuel totalement inouïs. Enfin, vous avez des gens dans la banlieue de Bordeaux, de jeunes, qui ont accepté de se confiner, notamment pour sauver la vie de personnes âgées qui étaient en banlieue parisienne ou d'autres grandes villes. Donc, tout cela nécessitait quand même d'avoir ce travail d'aller vers les gens. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Olivier Véran, je rappelle que vous êtes ministre délégué auprès de la Première ministre chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Vous avez publié Par-delà les vagues, journal de crise au cœur du pouvoir, et c'est chez Robert Laffont. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et nous sommes en compagnie d'Olivier Véran. Vous êtes ministre délégué auprès de la Première ministre, chargé du renouveau démocratique, porte-parole du gouvernement. Vous avez raconté dans Par-delà les vagues, journal de crise au cœur du pouvoir, chez Robert Laffont, votre expérience du Covid. À l'époque, vous étiez ministre de la Santé. Aujourd'hui, vous êtes notamment porte-parole du gouvernement. C'est pourquoi je vous demanderai de réagir au biais politique de Stéphane Robert sur la motion de censure. Nicolas Sarkozy, hier dans le JDD, vous a fait une aimable proposition. Qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de la possibilité, par exemple, pour Emmanuel Macron, d'avoir une politique véritablement de droite qui permettrait donc à celui-ci de bénéficier d'une majorité plus large? Moi, je crois aux vertus, j'ai été converti aux vertus du dépassement politique. Moi qui viens de la gauche, je suis capable de travailler avec des gens qui viennent de la droite. Et sur 90-95% des thèmes qu'on va aborder, on va trouver toujours un chemin vers l'accord. Il reste au Parlement, et c'est totalement légitime, et pas du tout une critique que de le constater, un certain nombre de parlementaires qui sont issus et qui représentent aujourd'hui la gauche de gouvernement ou la droite de gouvernement, et qui n'ont pas souhaité rejoindre le président de la République. Il n'empêche que pour les mêmes raisons, sur 90%, 95% des textes que nous serons amenés au Parlement, on doit pouvoir trouver des accords.
Quand je dis la gauche du gouvernement, j'exclus, vous l'aurez compris, les lambertistes, les héritiers du trotskisme, et je m'intéresse à ceux qui considèrent que la social-démocratie... Qui sont ces gens? Parce que je ne savais pas qu'il y avait des lambertistes officiellement au Parlement. Vous les connaissez, vous avez le mouvement LFI au sein de la NUPES, et puis vous avez des écolos, pour certains qui sont plutôt proches de la LFI, pour d'autres qui sont plutôt proches de la social-démocratie. Ça veut dire quoi au fond? Qui acceptent, évidemment les socialistes, qui acceptent l'idée de l'économie de marché, qui ne sont pas en lutte permanente contre l'économie de marché, mais qui veulent engommer les arêtes pour pouvoir réduire les inégalités et porter une politique sociale. Ceux-là, je le redis, ils ont vocation à travailler avec nous. Et à droite, vous avez des gens qui sont libéraux, qui peuvent être conservateurs, ou pas d'ailleurs, et qui ne se sentent absolument pas à l'aise avec le mouvement de permutation de la droite républicaine vers l'extrême droite de Marine Le Pen. Et donc, à ces personnes-là, nous disons: venez travailler avec nous. Bon, mais l'utilisation du 49.3, c'est la preuve que le macronisme, contrairement à ce qu'il a théorisé il y a quelques mois, n'arrive pas à avoir des majorités de projets, Olivier Véran. Alors, majorité de projets, pardonnez-moi, nous l'avons eu sur tous les textes que nous avons déposés au Parlement depuis les élections législatives. Et, excusez du peu, la loi sur le pouvoir d'achat de cet été était une loi fondamentale. Je vais partir dans le secteur régalien. Le projet de loi sur les deux 49.3. Je vais venir, mais d'abord pour vous montrer que l'assertion selon laquelle on n'aurait pas le choix et que ce serait un classique, non, je la réfute par les preuves. La loi sur la sécurité intérieure, ce qu'on appelle la LOPMI, qui augmente le budget de la sécurité, elle a été adoptée au Sénat la semaine dernière par la quasi-unanimité des sénateurs, incluant les socialistes et les républicains. Donc, sur des textes, on y arrive. Mais vous avez un texte qui s'appelle le budget. Et le budget, c'est le moment où on se compte. Le budget, c'est le moment où on fait le point sur l'état d'une majorité. Il en va de l'État, comme des petites mairies, comme des conseils régionaux. Un élu d'opposition qui vote un budget devient un élu de majorité. C'est ainsi que les choses sont faites. Et donc, depuis que le monde est monde, en tout cas depuis que la 5e existe. Donc là, on a bien vu qu'il y avait, malgré tous les efforts, c'est-à-dire qu'on a tendu la main, il y a eu les dialogues de Bercy, il y a eu des heures de débat en commission, puis en séance. On a eu plus de débats en séance que l'année dernière sur le budget. On a retenu plus d'amendements des oppositions que lors des budgets précédents, lors des quinquennats précédents. Et malgré cela, et malgré d'ailleurs une ambiance de travail totalement respectueuse et de grande qualité, je le dis, eh bien, les groupes politiques d'opposition nous ont dit on ne peut pas voter le budget, sans quoi, de fait, de facto, on rentrerait dans la majorité. Et c'est pour ça que le 49.3 a été maintenu dans la Constitution pour tous les textes budgétaires, pour que rien ne puisse priver la France d'un budget, parce que si on n'avait pas de budget, on ne pourrait plus prélever l'impôt et on n'aurait plus de dépenses publiques. Stéphane Robert. L'objet des oppositions, c'est bien sûr de construire la loi avec vous, de participer à la construction de la loi, mais c'est aussi de construire l'alternance. Et dans cette perspective-là, elle cherche à se différencier. C'est la logique de la Ve République, et c'est ce qu'institue la présidentielle de 2027. Dans ces conditions, il faut faire valoir son identité, et la meilleure manière de faire valoir son identité, c'est de s'opposer. À mesure qu'on va avancer dans ce second quinquennat d'Emmanuel Macron, est-ce que vous ne risquez pas d'avoir des oppositions qui vont s'opposer systématiquement parce qu'on approchera de cette échéance-là? Et est-ce que vous ne serez pas réduit petit à petit à l'impuissance? D'abord, l'impuissance, évidemment, vous le constatez avec nous, n'est pas de mise dans ce début de mandat puisqu'on réforme pêle-mêle et dans le même mouvement la formation professionnelle, les lycées professionnels, l'assurance chômage, les retraites bientôt, et le pouvoir d'achat. Donc ça veut dire qu'on passe les réformes les plus difficiles qui soient à passer dans un quinquennat, nous les passons actuellement, en ce moment. Et tout est mis sur la table au même moment. Et pour l'instant, tous les textes ont été adoptés. Et pour la première fois, avec le 49.3, s'agissant du budget, j'ai expliqué pourquoi. Est-ce qu'il faut du clivage en politique? En tout cas, les Français aspirent à ce qu'il y ait du clivage en politique. Ils ne veulent pas une uniformité des opinions politiques. Et du clivage, il y en a. Mais ce que nous disons, c'est qu'on peut avoir du clivage sur certaines idées. Je peux cliver avec Gérald Darmanin quand on discute, lui et moi, d'un certain nombre de sujets. Ah oui, mais lesquels? Nous n'avons pas les mêmes origines politiques. Il n'empêche que depuis des années que nous sommes dans le même gouvernement, nous arrivons à faire équipe ensemble. Et pourquoi? Pour l'intérêt général. Excusez-moi de vous interrompre, Olivier Véran, mais vous ne mettrez pas un coin au sein du gouvernement. Non, mais j'enfonce une porte ouverte en disant cela. Non, mais par exemple, il est issu des Républicains, je suis issu du Parti Socialiste. Donc on a des divergences et nous nous respectons pour cela. Et on est capable... Moi, je suis issu d'une famille où les gens étaient votés à gauche ou à droite. Et dans tous les repas de famille, on allait brasser un certain nombre de sujets, parfois s'engueuler, mais il n'empêche qu'on était capable d'avancer
avancé, il en ressortait toujours quelque chose de positif. Le dépassement politique, c'est pas l'effacement des clivages, c'est pas l'effacement des idées, c'est de se dire qu'on est capable à la fois de traiter le pouvoir d'achat, y compris pour les classes moyennes, et à la fois de mettre en place toutes les mesures pour gommer les inégalités et faire en sorte de ne pas faire exploser la pauvreté, ni gauche ni droite, et de droite et de gauche. Bon, mais alors, on vous entend, Olivier Véran, mais malgré tout, aujourd'hui, le centre de gravité du gouvernement, il est plutôt à droite, vous le savez. Et la question que vous pose Nicolas Sarkozy, c'est plutôt de savoir si vous tendez la main à la droite républicaine. C'est marrant que vous disiez ça, parce que moi je crois aussi à la politique des résultats. La semaine dernière, en fin de semaine, une étude dont peu ont parlé, c'est dommage d'ailleurs, montre que la France est l'un des seuls pays à ne pas avoir eu la pauvreté augmentée pendant toute la période de pandémie. Alors, vous allez me dire que la droite est grand défenseur des pauvres, peut-être, j'en sais rien. Moi, je crois... peut-être que la droite a changé à cet égard. Pour l'avoir vécu de très près, je crois que les amortisseurs sociaux que nous avons mis en place s'inscrivent dans une politique social-démocrate. Plus généralement... Donc, on est capable de faire les deux, encore une fois. Et ça ne n'empêche pas, je reviens quand même à la question de Stéphane Robert, parce qu'elle est fondamentale. Est-ce que l'idée du clivage va s'imposer progressivement et va paralyser la capacité de gouvernance? Je vous dirais que numériquement, il nous manque quoi? 15, 20 députés pour avoir une quasi-majorité absolue. C'est-à-dire 15 à 20 parlementaires issus de la gauche ou de la droite qui, au bout du compte, se disent « Attendez, m'opposer systématiquement à des textes que j'aurais pu proposer si j'avais été dans la majorité, ça va 2 minutes. » Donc ça, c'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est de continuer à trouver des accords au cas par cas en fonction des textes. Peut-être que sur l'énergie renouvelable, peut-être que la droite sera moins enclin à nous aider à développer l'énergie renouvelable. Et peut-être que la gauche de l'hémicycle se réveillera et se dira « Bon, les postures politiques, ça va 2 minutes. On va être crédible par rapport à ce que nous pensons et ce que nous portons et nous prônons au niveau politique. On va accompagner le gouvernement pour permettre de développer les énergies renouvelables. » Donc moi, je crois qu'on a vocation à cheminer ensemble pendant la durée du quinquennat. Bon, alors, je crois que c'est le souhait des Français. On va prendre un sujet de clivage, un sujet clivant. Vous avez dit qu'il fallait mieux faire pour les OQTF, autrement dit les obligations de quitter le territoire. Il faut mieux faire, monsieur le ministre, pour les personnes qui sont en situation irrégulière ou pour les délinquants? Ce sont deux questions qui se rejoignent mais que nous traitons de façon un peu distincte. Nous avons un dispositif s'agissant des personnes qui sont en situation irrégulière et qui ont commis des délits en attente d'être expulsées, c'est-à-dire un placement en CRA, en centre de rétention administrative. Et vous avez l'immense majorité des personnes qui sont actuellement en CRA et en attente d'expulsion sont des gens qui ont commis des délits. De l'autre côté, ce sont des personnes qui sont en situation irrégulière, la plupart du temps, il faut le dire, sans moyen de subsistance, qui ne sont pas dans une situation d'épanouissement personnel dans notre pays, qui n'ont pas eu de droit d'asile quand ils l'ont demandé parce qu'ils sont issus de pays dans lesquels ils ne sont pas menacés, certains pays étant d'ailleurs des pays de l'Est de l'Europe ou du Maghreb. Et donc, quand je dis qu'il faut mieux faire, en réalité, ce n'est pas une injonction qui serait faite à un collègue de faire un travail. C'est quelle est la difficulté à laquelle tous les pays font face. Tous les pays font face. Et quelle que soit la gouvernance. C'est que lorsque vous décidez d'expulser quelqu'un, il faut que le pays dans lequel vous l'expulsez et dont la personne est originaire accepte de lui accorder un visa. Parce que si vous faites partir des personnes en avion vers un pays, par exemple du Maghreb, et que lorsque l'avion atterrit à l'aéroport, les services de douane disent « il ne rentre pas sur le territoire », de facto, il revient en France. Donc c'est ce travail diplomatique que nous faisons, parfois avec un dialogue bilatéral, parfois avec une saine pression, comme on peut dire, en réduisant nous-mêmes l'octroi de visa pour les ressortissants de ces pays. Mais donc c'est ce travail-là. Aucun pays en Europe n'arrive à faire mieux que la France, à l'heure à laquelle je vous parle, mais nous travaillons collectivement pour trouver des voies et moyens pour permettre de faire appliquer ces expulsions lorsqu'elles ont encore une fois été déterminées. Olivier Véran, certains partis politiques font un lien entre l'immigration et la délinquance. Vous pensez quoi? Moi, je ne ferai pas de lien entre l'immigration et la délinquance. Il y a de la délinquance, il y a de l'immigration. Il y a de l'immigration qui fonctionne très bien, il y a de l'immigration qui fonctionne moins bien. Il y a des gens qui, parce qu'ils sont issus de l'immigration, sont placés dans des conditions abracadabrantesques où ils n'ont pas le droit de travailler, évidemment pas le droit de voler, et pourtant ils sont là. Donc ça pose des difficultés de subsistance qui peut créer de la petite délinquance. Il y a des gens qui n'ont rien à faire sur le territoire parce qu'ils sont entrés, parce qu'ils détestent notre pays. Ça arrive. L'imam Iqwisen, par exemple, avec des prêches intégrées, radicaux, eh bien, il n'a pas vocation à rester sur notre territoire parce qu'il n'y vient pas dans une optique de réussir sa vie, mais dans l'optique de détruire la nôtre. Donc, pour autant, il n'y a pas de lien de généralité, de causalité à faire entre l'immigration et l'insécurité. Stéphane Robert. Olivier Véran, vous pointiez la responsabilité des laissez-passer consulaires. Il y a un instant, le fait qu'on demande au pays d'accueillir quelqu'un qu'on veut expulser et qui donne du coup son accord, qui reconnaît la personne comme un de ses ressortissants et ce qui permet de... C'est pas le seul problème. Parce qu'il y a la question on veut expulser plusieurs dizaines de milliers de personnes.
en réalité, on a la capacité en centre de rétention pour les mettre à disposition afin de les expulser, c'est de 2 et quelques mille places, quelque chose comme ça. Est-ce que la France se donne véritablement les moyens de la politique qu'elle prétend mener ? Je ne crois pas qu'on ait vocation à placer en centre de rétention toutes les personnes qui sont en attente d'être expulsées. Vous avez des personnes qui n'ont commis, et la majorité, heureusement, n'ont commis aucun délit sur notre sol. Ça veut dire pour les expulser, D'ailleurs, dans beaucoup de situations, la justice va prononcer une demande de retour volontaire au pays, qui peut être accompagnée, et d'ailleurs, c'est souvent suivi d'effets. Et il y a beaucoup de gens qui partent quand ils se disent, bon voilà, j'ai épuisé tous les recours, j'ai plus ma place dans ce pays, de toute façon, du coup, je n'arrive pas à subvenir à mes besoins, j'arrive pas à trouver un travail, autant rentrer parce que je ne suis pas en danger là où mais j'ai tenté, et ça n'a pas marché. Vous en avez d'autres qui se disent, bon, je vais attendre qu'on revienne me chercher, j'ai cette OQTF, c'est une épée de Damoclès pour le coup bien réel, mais j'ai épuisé tous les recours, mais je vais être un peu dans le statisme, je vais me tenir à carreau, me faire discret, et puis en espérant qu'il ne m'arrive rien. Et puis vous avez des gens qui reçoivent un OQTF et qui sont déjà des délinquants, et lorsqu'on les contrôle, on se rend compte qu'à l'occasion d'un délit, qui sont en situation irrégulière, ces personnes-là sont placées dans un centre de rétention en attente d'être expulsées le plus vite possible. Donc c'est une catégorisation qui est faite. Je ne crois pas que la France ait vocation à placer en centre de rétention toutes les familles en situation irrégulière en attente d'expulsion. C'était votre question. Olivier Véran, lorsqu'on lit le livre que vous avez consacré à votre expérience au ministère de la Santé durant l'épidémie de Covid, Par-delà les vagues, chez Robert Laffont, on s'aperçoit que vous avez eu à gérer, je crois, un virus. Il y avait aussi Raoult. Le professeur Raoult a été apparemment l'une des variables importantes que vous avez eu à gérer lorsque vous étiez à ce ministère. Expliquez-nous pourquoi ce dossier était-il si important ? Là aussi, d'abord, je donne à voir dans la méthode d'écriture, qui est un récit, je donne à voir les choses telles que je les ai vécues, sans les commenter. Je laisse le lecteur, parce que certains lecteurs me disent vous avez été gentil avec Raoult, d'autres vous avez été dur. En réalité, je dis que ça occupe beaucoup de place dans votre récit. En réalité, je donne à voir. Parce que ça m'a interpellé. Alors d'abord, ça m'a mis sous tension à la phase la plus importante, quand il y avait une pression très forte avec des pétitions, des élus. C'est le premier coup porté à la gestion de crise par une opposition politique qui s'appuyait sur une personnalité assez hors norme, qui lui-même jouissait d'une réputation médiatique totalement exceptionnelle. Il ne venait pas à Paris pour faire ses interviews, c'est les journalistes qui s'y déplaçaient, ils étaient maltraités, mais ils y revenaient la semaine suivante. Donc tout cela a participé de faire monter le personnage. Certains journalistes. Mais oui, bien sûr, ce que ça dit de notre société, c'est ça qui m'a intéressé. C'est-à-dire qu'on avait tous peur collectivement, peur d'un virus inconnu, peur de voir des proches malades, peur de ne pas trouver de solution immédiate à travers la science, dans ce cas-là parfois de besogneux, mais au moins de factuel. Et donc vous avez l'apparition de la magie pour conjurer la peur. Elle n'est pas irrationnelle, elle est irrationnelle. Elle permet de conjurer collectivement la peur. Et donc vous avez une forme de magie à travers, ça aurait pu être un talisman si on avait été dans la période antique, ça aurait été, je fais l'analogie avec l'élixir du docteur Duxley dans Lucky Luke, dans une période un peu plus récente. Et là, c'était un médicament, c'était la chloroquine, ça aurait pu être honnêtement n'importe quel produit. D'ailleurs, au Québec, je crois que c'était la colchicine et pas la chloroquine, ça ressemble, mais ça n'a rien à voir. Et donc, il y a eu ce mouvement collectif de vouloir conjurer la peur et donc de se réfugier, de s'abriter derrière une personnalité auréolée de tout ce qu'il fallait, bardée de diplômes, et qui disait « vous inquiétez pas, bonnes gens, dormez tranquille, j'ai trouvé comment vous guérir ». Et donc, aller contre ce mouvement de façon brutale, en disant « ça n'existe pas, c'est faux, vous vous trompez ». Alors même qu'il y a toujours la place du doute, parce que parfois, entre la magie et la science, il peut y avoir le doute raisonnable. Et alors même que vous aviez ce niveau de peur dans la population qui était elle-même déjà très contrainte par des mesures de confinement, etc., c'était très compliqué à gérer. Et donc, j'ai voulu, avec un peu de recul, montrer à la fois la marche en avant de Raoult et la marche en arrière qui s'est opérée du mouvement scientifique pendant cette période. Le président Emmanuel Macron, en rendant visite à Didier Raoult, ne vous a pas rendu service. Le président de la République rend visite ce jour-là à l'ensemble des scientifiques à Paris et à Marseille qui sont, je dirais, crédibles dans le domaine de la recherche scientifique en maladies infectieuses. Il faut savoir que le professeur Raoult, ce n'est pas le monsieur chloroquine à la base. C'est un professeur d'université qui a été placé par l'État à la tête du plus grand institut de recherche en maladies infectieuses de France et sans doute d'Europe, qui dispose de moyens
considérables et colossaux. Donc dès lors qu'il est président de cet institut, ne pas le considérer pour ce qu'il est. Il a eu des idées à côté de ça, je le dis d'ailleurs dans le livre, tout n'est pas à jeter. Sur la dites qu'il a trouvé par exemple comment on pouvait se passer des couvillons. Mais c'est quelqu'un qui a cette capacité et puis il a des moyens considérables. Vous n'allez pas vous priver du plus gros institut universitaire en pleine crise sanitaire. Au-delà de ça, Olivier Véran, vous racontez qu'il effectue une sortie de route très rapidement, puisqu'il dit « ça ne sera qu'une grippe » et on se rend compte très vite que ça n'est pas qu'une grippe. Bref, il y a limite deux questions. Pourquoi l'a-t-on écouté ? Mais aussi, et c'est cela le plus étonnant, pourquoi s'enferre-t-il dans l'erreur selon vous, Olivier Véran ? C'est une question pour laquelle il me faudrait beaucoup de temps pour vous répondre. Je m'adresse aussi aux neurologues. Donc dès lors que vous adressez aux neurologues, vous comprendrez que je ne vous répondrai pas. Si vous adressez aux politiques... Vous ne l'avez toujours pas eu en consultation. Si je vous réponds en politique, je vous dirais que c'est un classique en fait. C'est un classique. Ça veut juste dire quelque chose de la maturité de notre société. On est à la fois une société très mature, qui a fait confiance à la vaccination quand le vaccin est arrivé, qui a été extrêmement solidaire dans l'épreuve, qui s'est protégée elle-même et qui a protégé des gens parfois qu'elle ne connaissait pas par l'acceptation de son propre confinement, et en même temps une forme de fébrilité au regard de l'autorité scientifique, politique, médiatique, tout ce que vous voulez. C'est assez emblématique au fond. Il ne faut pas isoler le phénomène Raoult d'un phénomène qui touche notre société. Nous vivons aujourd'hui dans un pays, la France ou l'Europe, qui est fragile au regard des percées de l'extrême droite, portées par des mouvements populistes, baignés dans les réseaux sociaux, avec des discours qui aujourd'hui se valent. Deux discours se valent. Et il suffit que sur une chaîne info en continu, on reçoive telle ou telle personne pour lui conférer aujourd'hui une espèce de bénédiction qui place les propos de la personne quasiment au même rang que ce qui sortirait d'un organisme d'État ou d'un laboratoire scientifique. Elle est là, la réalité. Et on n'est pas très armé face à cela. C'est-à-dire qu'en fait, pendant la pandémie, vous avez dû traiter Didier Raoult, comme on dit. Vous avez dû également traiter une sorte de dualisme entre Paris et Marseille. Je consacre plusieurs chapitres à Marseille, parce que Marseille, ça a été le début de la deuxième vague, et ça a été, moi qui suis marseillais, enfin de père marseillais, qui adore cette ville, qui adore l'esprit de cette ville, l'histoire de cette ville, l'urbanisme de cette ville. Je me suis retrouvé pour le coup en première ligne au début de la seconde vague, donc à la fin de l'été 2020, avec la résurgence d'un virus que plus personne ne voulait voir revenir, parce qu'on pensait que les jours meilleurs étaient arrivés, et que c'en était fini avec le confinement, et c'est à Marseille que ça commence. Et là va se jouer une pièce avec d'un côté, c'est vrai que je suis assez cash dans ces chapitres-là, mais se joue une pièce avec d'un côté des élus de Marseille qui pour certains ne prennent pas le parti, me semble-t-il, de l'intérêt sanitaire de la chose, mais jouent c'est-à-dire ils font de la politique. Totalement. Je raconte les échanges avec certains d'entre eux. D'ailleurs, certains sont... Renaud Muselier, par exemple. Politique, mais avec Renaud, j'ai des dialogues avec Renaud parce que c'était compliqué, parce qu'ils se sont sentis ostracisés et sans doute qu'on n'a pas agi de la manière qu'il fallait. Peut-être qu'il y avait un autre moyen d'arriver à entraîner cette classe politique marseillaise sur la voie raisonnable. Mais donc, je raconte que j'y vais 3 ou 4 fois. Je vais à l'hôpital, j'emmène avec moi les élus, je discute. Les médecins de la PHM des hôpitaux de Marseille ont été exceptionnels dans cette période et ils donnaient à voir la réalité des choses que certains ne voulaient pas voir. Et je raconte des réunions qui durent pendant 2 heures, 3 heures en préfecture avec tous les élus, avec cette espèce de menace permanente. Ça a été extrêmement compliqué jusqu'à ce que finalement d'autres villes soient touchées. C'était la fameuse période des rouges écarlates, etc. Olivier Véran, aujourd'hui, l'épidémie n'est toujours pas achevée. Sur la carte du New York Times, la France est en noir pour le Covid. D'ailleurs, c'est l'un des rares pays qui est toujours en noir. Ça veut dire qu'on ne fait toujours pas ce qu'il faut ? Non, ça veut dire que si vous faites la même cartographie dans 15 jours, une fois que l'épidémie, que la vague de résurgence aura baissé, on ne sera plus en noir. Ça comptabilise le nombre de cas un jour donné de Covid diagnostiqués. La France est un des pays qui continue de proposer des diagnostics gratuits, donc on n'a pas cassé le thermomètre. D'autres pays ont dit maintenant vous payez pour vous faire tester. Donc on teste beaucoup en France, beaucoup. Et puis on est en pleine période de résurgence épidémique. Donc voilà, c'est ça que ça veut dire. Et il y a d'autres épidémies, l'épidémie de bronchiolite qui intervient chaque année avec le plan d'urgence pédiatrique. Vous avez annoncé en tant que porte-parole du gouvernement 150 millions pour l'hôpital. Les professionnels trouvent cette somme largement insuffisante. C'est le ministre de la Santé qui a annoncé un plan d'action qui passe par des plans blancs avec des... On majore les heures supplémentaires. Enfin, les hospitaliers connaissent ça. Vous savez, ils sont d'une solidité, d'une constance dans l'effort, d'une éthique qui
qui ne lassera jamais de m'impressionner. Pourtant, je suis issu de cette famille, et je les connais, et je n'ai jamais douté de leur capacité. Mais ils sont fatigués, parce que les épidémies s'enchaînent les unes après les autres. Là, la bronchiolite arrive plus tôt que d'habitude, elle a l'air forte. Et donc, vous passez d'une vague à une autre, et donc vous avez ce sentiment de toujours courir un peu après les choses. Mais le monde hospitalier est aussi conscient que la donne a changé, que le regard porté par les politiques publiques, désormais, est un regard qui veut les aider, quoi qu'il en coûte, si je puis dire, si je peux réutiliser Quoi qu'il en coûte, 150 millions pour eux, c'est une somme on a augmenté insuffisante. avec le Ségur, quand j'étais à la santé, on a augmenté de 10 milliards d'euros les salaires de 2 millions de soignants. 85% de femmes, je le précise. Un 13e, voire un 14e mois pour tous ceux qui y travaillent. On a majoré les heures supplémentaires. On rajoute du personnel. On arrête tous les plans de maîtrise médicalisée qui touchaient l'hôpital. Maintenant, il nous faut quoi? Il nous faut plus de médecins. Ça tombe bien, on a supprimé en 2018 le numerus clausus. Mais enfin, il faut 10 ans pour former des médecins. Donc, il ne faut pas mentir aux gens, les médecins supplémentaires, ils n'arrivent pas tout de suite. Moi, j'ai augmenté de 30%, enfin, nous avons augmenté de 30% le nombre d'infirmières et d'aides-soignantes en formation. Ça, ces gens-là, ces professionnels, ils arrivent plus tôt, parce que c'est 2 et 3 ans. Donc, on va avoir plus d'arrivées que de départs, ce qui va changer complètement la donne, croyez-moi. Et donc, si vous voulez, on pâtit d'un manque de soignants, on pâtit d'une politique publique désastreuse, je le dis, pendant quasiment 50 ans dans notre pays, qui consistait à considérer que plus on réduisait l'offre de soins, plus on réduirait la demande. Ça veut dire que s'il y avait moins de médecins, ça coûterait moins cher. Ça, c'était dans les années 70. Il a fallu attendre 2018 pour qu'on casse ce mécanisme un peu mortifère pour l'hôpital. Olivier Véran, merci beaucoup Merci pour de votre nous avoir invitation. rendu visite. Je rappelle que vous êtes ministre délégué auprès de la Première ministre chargée du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. Votre ouvrage Par-delà les vagues, journal de crise au cœur du pouvoir. C'est effectivement le récit tout à fait étonnant et singulier de ce que vous avez vécu quand vous étiez ministre de la Santé. C'est publié chez Robert Laffont. Dans quelques instants, le point sur l'actualité.